tous et bienvenue. À la base, j'avais prévu d'aborder les Irréductibles Picards, ce fameux club de l'Amiens SC, pour continuer mon tour de France des clubs niveau gestion. Néanmoins, l'actualité me paraît beaucoup plus importante, et notamment les événements survenus lors du déplacement des supporters nîmois à Marseille ce week-end. Alors comme souvent, il y avait un arrêté préfectoral qui limitait leur nombre à 200 environ, et là, on va être honnête, il y a eu un micmac vis-à-vis des groupes de supporters, etc. Je laisse régler ça entre eux, et sans doute, ils évoqueront tout ça. Ce qui fait que le matin du match pour aller au Vélodrome, un quart, je crois, ou deux étaient passés. Et ensuite, donc, il y avait plus de supporters prévus. C'était entre 4 et 500, sachant qu'il y avait beaucoup de familles, donc grand-père, papa, maman, les enfants, etc. Un truc assez familial quand même, sachant qu'on est en plus sur la fin d'année. Et en plus, t'imagines, quand t'es supporter nîmois, déjà l'année elle est compliquée, c'est peut-être aussi manière de faire une sortie, voilà, assez sympathique et tout. Bon, bref. Donc, ils ont été escortés, évidemment, sur le chemin. Et puis, à un moment donné, on les a arrêtés. Ils ne pouvaient plus continuer. Je crois que c'était au péage de Lançon, quelque chose comme ça. Donc on les a mis sur une aire d'autoroute, et là, ça a parlementé pendant 2 heures, on leur a dit voilà, un certain nombre peuvent passer, les autres non à cause de l'arrêté préfectoral, sauf que les gens ont dit bah c'est soit on passe tous, soit on rentre tous, quelque part un aspect de solidarité. Donc là il faut déjà imaginer les conditions, c'est-à-dire que pour aller par exemple pisser, et ben au début c'était pas possible, ils étaient tous confinés dans les bus, hein, donc presque comme des boîtes de sardines. Finalement on a autorisé, donc c'était, faut y aller 2 par 2, et t'étais surveillé par 2 personnes des forces de l'ordre. Bon. Ensuite, au bout d'1 heure et demie, on a autorisé les gens à se dégourdir les jambes sur l'aire de repos. Et finalement, ils ont dû rebrousser chemin direction Nîmes. Et là, donc, c'est assez surréaliste. Au passage, je vais vous lire un des témoignages des supporters. Écoutez, ça fait froid dans le dos. Donc imaginez, là, ils sont en train de revenir. Et d'un coup, les policiers ont mis les voitures en travers. Ils nous ont stoppés en plein milieu de l'autoroute. Et ils sont sortis avec les boucliers en se mettant devant les 2 portes du bus. Ils ont mis un coup sur la vitre. J'ai donc ouvert. Et là, j'ai pris un coup de matraque. J'ai d'ailleurs un bel œuf sur la main. J'ai prévu d'aller faire constater ça par un médecin. Ils ont aussi balancé une bombe lacrymo à l'intérieur de mon bus. Et plusieurs personnes ont été frappées à l'arrière. Et il n'y a pas eu que ça. Il y a aussi une grenade visiblement de désencerclement lancée dans un bus. Je sais pas si on se rend compte, pour rien. Alors évidemment, des gens étaient déjà un peu éméchés, plus consommation d'alcool, plus le fait d'être autant traités de la sorte, comme de vulgaires animaux, ça a un petit peu envenimé les esprits, c'est logique. Ensuite, retour à Nîmes, les gens sortent du bus, et alors là, on peut le voir sur les vidéos, ça a fait péter des lacrymos, il y avait des enfants de 10 ans, des femmes, donc des mamans, des grands-pères aussi. On a fait péter des lacrymos sur des personnes âgées et sur des enfants de 10 ans pour un match de foot. Donc, j'ai quand même pas mal de questions à me poser, et ça rappelle l'affaire de la semaine dernière à Bordeaux. C'est-à-dire que là, il y a eu, rappelez-vous, j'en ai souvent parlé sur la chaîne de Bordeaux, les ultras qui sont justement en guerre face au propriétaire King Street et le président Longuepée et aussi Anthony Thiodet, un autre dirigeant. Ils avaient fait des banderoles demandant leur départ, etc. Donc visiblement à Bordeaux, c'est pas grave que les anciens propriétaires aient volé des millions et des millions, faut surtout pas le dire, et on veut pas porter plainte contre eux parce que faudrait quand même pas qu'on sache dans le monde de la finance que King Street s'est fait baiser, ce serait con. Mais par contre, qu'on ose critiquer sa seigneurie pour 2 ou 3 banderoles, qu'est-ce qu'on a fait? Il y avait une société de sécurité privée, il y avait entre 60 et 80 mecs pour escorter les ultras, et les forces de l'ordre qui étaient là étaient équipées de flashballs. Donc t'avais à la fois société de sécurité privée et en même temps les forces de l'ordre qui avaient des flashballs pour, entre guillemets, on va dire peut-être un peu intimider les ultras. Et sans doute avec la volonté qu'évidemment, ça pète. Comme ça, si tu veux les dissoudre, c'est parfait. Sauf que les mecs sont quand même beaucoup plus intelligents que ça. Donc c'est quand même exceptionnel, parce que d'un côté, on a volé des millions au club, c'est pas grave. Il y a 2 banderoles de l'autre côté, putain, on fait venir les mecs et les autres ont le flashball. Tout va bien. C'est comme à Nîmes, je rappelle, donc cette attitude scandaleuse s'est passée pour les supporters. Le club n'a rien dit et les laisse dans la merde. C'est vrai, hein. Pourquoi défendre les gens qui ont le Nîmes Olympique ici, quand certains continuent leur petite magouille en interne, etc. J'avais fait une vidéo il n'y a pas longtemps. Ça rappelle aussi une autre affaire, Toulouse, en début de saison, où tu as le propre club qui a dénoncé ses supporters pour quelques fumigènes, et tu as 4 supporters qui ont été réveillés à 6h du matin, qui ont été interpellés par des mecs de la BAC.
Pourquoi ils ont dénoncé leurs propres supporters? Pour bien se faire voir par Dame LFP, vous vous rendez compte, sa seigneurie, la Ligue de football professionnel, qui fait la chasse aux fumigènes, etc. Et qui dans le même temps, dans ses clips promotionnels, va te montrer qu'il y a de l'ambiance en France, et on va utiliser notamment les fumigènes. En termes de schizophrénie, on est quand même à un certain niveau. Alors bien entendu, ces arrêtés préfectoraux, parfois également ministériels, interdisant à des fans de se déplacer ou en disant leur capacité est limitée par exemple à 100 personnes, ce qui quelque part revient quand même à la même, je veux pas dire, et bah c'est de plus en plus nombreux. Et ça, c'est depuis 2011 et l'adoption d'une loi, l'OPSI 2, c'était plein de lois, etc. mises de l'intérieur vis-à-vis du contrôle sécuritaire et tout ça, et notamment vis-à-vis des fans de foot. Et on a eu une année où tu as eu plus de 100 arrêtés. C'est presque devenu une banalité. Alors, tu as certains qui se battent comme cela. On peut penser à l'avocat Pierre Barthélémy qui justement représente les fans pour essayer justement de faire, on va dire, reconnaître leurs droits tout simplement. On rappelle que ce sont des citoyens français. Je rappelle. Au cas où, c'est pas des. Il n'y a pas le citoyen français et le supporter de foot, surtout s'il est ultra. Oulala. Non, ce sont des citoyens français comme vous et comme moi. Mais bon, visiblement, ils n'ont pas les mêmes droits que tout le monde. Je rappelle que donc ça concerne des interdictions de se déplacer quand même. C'est quand même une des libertés fondamentales de l'homme, mais bon, ce n'est pas grave, heureusement qu'on est le pays de Descartes quand même. On pourrait presque s'y méprendre parfois. Donc bref, comme vous le voyez, il y a énormément d'interdictions, soit préfectorales, soit directement ministérielles, visant à interdire totalement les supporters en déplacement ou limiter leur nombre. Et parfois, c'est sur des raisons un peu compliqué à comprendre. On peut dire il y a l'antécédent, les rivalités, etc., où il y a eu des troubles à l'ordre public, mais des fois c'est différent. Je vais vous citer quelques cas de cette enquête de Libération qui est très intéressante. Par exemple, le déroulement à Menton de la fête du citron, ça a justifié l'interdiction pour les Lyonnais de traverser les Alpes-Maritimes, ou la tenue à Troyes des soldes d'hiver a privé les supporters nantais de matchs en 2016. Donc la fête du citron et les soldes d'hiver, ça a été à l'origine d'interdiction de déplacement de supporters. C'est quand même, on va le qualifier d'assez folklorique. Et donc tout ça au final, ça criminalise de plus en plus le supporter qui est regardé, on va dire de manière suspicieuse, principalement s'il est ultra. Et en fait, aujourd'hui la criminalisation du supporter, c'est acté, il n'y a pas de problème. Et évidemment, je ne suis pas là pour dire qu'il n'y a pas de dérive et que parfois, en effet, il y a des choses absolument scandaleuses, ça on est d'accord. Bon, j'ai toujours pensé que ostraciser des gens n'était absolument pas la bonne solution. C'est comme les personnes faisant la politique de l'autruche, c'est-à-dire on ne veut surtout pas voir qu'on a une maladie, etc., ou une carie ou que sais-je. C'est la meilleure manière pour ensuite terminer aux urgences. Là, c'est exactement cela. D'un côté, on a ostracisé ces gens-là en les mettant de côté, en les considérant comme des citoyens de seconde zone. Donc, c'est la meilleure manière pour une radicalisation de ce mouvement et une position de plus en plus forte et potentiellement ensuite des débordements. À se demander, c'est même pas le but de la manœuvre. Et de l'autre côté, à force de refuser le dialogue et d'être ferme, etc., tu t'affrontes à deux murs et aujourd'hui, tu as le problème qui te saute dessus. Mais bon, est-ce que c'est étonnant vu l'ambition de la Ligue de football professionnel et de ses présidents? Parce qu'avant, on avait quand même un football populaire incarné par certaines figures. Alors certes, peut-être que Nicolin, ce qu'il mettait avec sa main gauche, il le reprenait un peu avec sa main droite. Et qu'il y avait des dérives au niveau des joutes verbales et que sais-je encore, je suis d'accord. Néanmoins, Nicolin, il n'aurait jamais abandonné ses supporters comme le club du Nîmes Olympique fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des gens qui ont été gazés, des enfants et des personnes âgées pour aucune raison. Et tu as le club qui se mue dans le silence. Pourquoi? Parce qu'ils en ont rien à cirer. Ces gens-là s'en tapent complètement. Suffit d'écouter Monsieur Quillot, qui est donc l'un des personnages très importants de la Ligue de football professionnel. Il n'a qu'un mot à la bouche, c'est le trading de joueurs. Le trading de joueurs, l'argent, c'est pas les titres, c'est pas la passion, c'est pas le foot, c'est on va vendre des joueurs. Comment elle s'appelle aujourd'hui la Ligue 1? La Ligue des talents. D'un air de dire, regardez, on va vendre des joueurs, venez chez nous, on va vendre des joueurs, et on va faire plein d'argent, etc. Monsieur Hérault, qui est par exemple à Marseille, qui voulait à tout prix rentrer dans le foot, il est rentré par Monsieur Quillot. Hérault, ce n'est pas un passionné de foot, pas du tout, faut arrêter de faire croire ça. Donc pourquoi il rentre dans le foot? Si ce n'est pas le foot qui t'amène au Beautiful Game, c'est quoi? Bordeaux, c'était quoi? Pourquoi ils sont venus là, dans le foot? Pourquoi tous ces fonds d'investissement, ils arrivent? Ils arrivent pour le foot ou ils arrivent pour autre chose? Et qu'est-ce que fait la Ligue de football professionnel? La Ligue de football professionnel, elle a modèle sur la première ligue, c'est-à-dire qu'elle veut des stades de plus en plus aseptisés, où tu as des consommateurs et non pas des supporters. Et ils peuvent se le permettre parce qu'il y a une demande absolument incroyable pour le football, au niveau mondial et même au niveau national. C'est-à-dire que on ferme les yeux sur ce sport-là. Je veux dire, depuis très longtemps, on aurait dû arrêter de regarder et de payer nos places, des abonnements ou que sais-je. Déjà, il suffit de voir aussi, tu vois, avec Mediapro, les droits TV, c'est-à-dire le nombre d'argent qu'on doit débourser aujourd'hui pour suivre du foot.
Remarque, dans un sens, ça peut qu'encourager le streaming. Mais bon, ça, c'est encore autre chose. Et donc, on ferme les yeux parce qu'on est tellement passionné, parce qu'on aime ça. Tu vois, c'est comme ta femme ou ton homme, il te trompe, etc. Mais tu veux pas le croire. Là, c'est exactement pareil. C'est un adultère permanent. Bref. Et il y a des coupures, hein. On pourrait presque croire qu'il y a un montage. Bon, c'est pas le cas. C'est madame, que je remercie, qui est actuellement sur eMovie, sur ses heures libres, pour justement rendre la chose un petit peu plus agréable avec mon vieux micro qui part en jachère. C'est artisanal et vous excuserez cela. Néanmoins, ce n'est pas un foutage de gueule comme la LFP qui traite ses supporters presque comme des gueux, je dirais aussi avec un certain mépris de classe. Il suffit de voir aussi les gens qui tiennent le football aujourd'hui et leurs intérêts et leur vision du monde. Et dans le même temps, le supporter qui va acheter sa place, il représente rien économiquement pour eux. Regardez l'évolution des budgets aujourd'hui d'un club. Ce qui compte, c'est les droits TV, ensuite c'est les deals commerciaux, marketing, principalement pour les grandes marques et les gros clubs, et ensuite tu as les transferts, et tu as peut-être 10-15%, peut-être 18% maximum, ça vient des recettes d'un jour de match. Donc en fait, vu qu'on est la dernière roue du carrosse à aller au stade, économiquement on ne pèse pas, et bah on s'en fout. On va accommoder qui? Les diffuseurs TV et tous les gens qui suivent les matchs, qui ont acheté des abonnements TV. Que ça soit en Europe, mais également dans le monde entier. Il suffit de voir que le catalogue des droits TV aujourd'hui s'est mondialisé, principalement en Asie du Sud-Est, avec derrière cette idée de deal marketing, de merchandising, etc. Donc c'est pour ça au final, on ne pèse pas économiquement. Et vu que la logique de ces gens-là, c'est le modèle de la première ligue et le trading de joueurs, ils s'en foutent. Regardez ce qui se passe pour les fans fidèles de l'équipe de France, qui ont suivi l'équipe de France de partout et qui aujourd'hui ne sont pas prioritaires pour les achats des places à l'Euro 2020. Mais c'est un scandale absolu. Et ça montre bien la vision qu'ont ces gens-là du milieu. Et je voulais terminer aussi sur une note qui a un peu rien à voir. Bon, je suis français, je suis isérois, mais je ne vis pas en France depuis un moment. J'étais en Angleterre, en Écosse, maintenant en Andalousie. Et à chaque fois que je rentre en France, j'ai un certain recul là-dessus, mais ça me fait peur. Je vois à quel point les gens se montent les uns contre les autres. Vraiment, je me dis, putain, mais comment on peut en arriver là? Et je vois aussi beaucoup de mépris de classe. Je me dis, putain, on se fout sur la gueule pour des idées, pour plein de choses. Et moi, ça m'effraie. Et quand je vois là ce qui s'est passé, Marseille-Nîmes, pardon, moi, j'ai pas de mots en fait. Et je reconnais pas mon pays. Je reconnais plus mon pays. Moi, mon travail, c'est autour du foot. J'aurais arrêté depuis très longtemps si je voyais pas c'était aussi puissant. Toutes ces magouilles, etc. Et que ça remonterait. J'aurais arrêté depuis longtemps parce qu'honnêtement, ça m'a dégoûté. Ça m'a pas dégoûté du foot, le foot il est magnifique, ça m'a dégoûté de l'être humain. De voir que quasiment tous les clubs en France ont un niveau de corruption mais inimaginable. Et en plus, tu essayes tout simplement d'alerter les gens et tu te fais cracher à la gueule en plus. C'est un peu ça ta récompense. Mais bon, je comprends aussi, hein, c'est l'amour aveugle, on va dire ça comme ça. Mais là, quand je vois ça, je reconnais plus mon pays. Quand je vois les matchs truqués, toutes ces affaires-là, parce que pour moi, c'est corrélé. Ou donc, tu as des déclarations de l'UEFA, hein, je le rappelle, qui avait dit qu'on peut plus lutter, qui cherche de l'aide, rendez-vous compte, l'UEFA qui se permet de dire on n'arrive plus à lutter contre le sujet quand même. Avec des dirigeants qui te disent c'est dans tous les pays. Et que la réponse, nous, des instances françaises, c'est de dire oh non, visiblement, ça s'est arrêté aux montagnes des Alpes et des Vosges. Visiblement, elles doivent être trop grandes. Hein. C'est comme le nuage de Tchernobyl, il est pas venu chez nous, quoi. Je me dis, on en est là. Honnêtement, des fois, je me dis, on est la république bananière du football français. C'est vraiment, mais géré d'une manière. Et je vois la manière dont on traite les gens. Et le pire, c'est que, vu qu'ils ont de la demande, parce que le football est tellement populaire, ils arrivent à s'en sortir. Et le football te confère un tel pouvoir que tu peux te comporter comme le dernier des salauds. Vu que tu es dans un club ou dans une instance, les gens, ils vont quand même continuer à tirer les pompes, juste pour essayer de rentrer ou avoir une part du gâteau. C'est ça l'être humain. Putain. J'avais encore cet espoir. Mais là, je l'ai plus vraiment. Donc je suis un peu triste. Tout mon courage et tout mon soutien aux fans nîmois et à tous les autres, parce que vous le méritez. On est tous ensemble et ce serait bien un jour d'arrêter de dépasser nos différences. Elles peuvent être de tous les niveaux et de vraiment comprendre ce qui est en train d'arriver, parce que je le rappelle, le football, ils nous l'ont confisqué. Et si ça pose pas de problème à certains, moi ça m'en pose un grand. Allez, courage. Et comme dirait Eduardo Galeano, ils nous pissent dessus, mais les journaux disent qu'il plaît.